En juin 2011, Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a subi un tremblement de terre qui a laissé une grande partie de la ville dans le chaos, détruisant des bâtiments et des infrastructures et laissant plus de 50 000 foyers sans électricité. Des maisons se sont effondrées, des conduites d'eau se sont rompues, des inondations ont eu lieu et des incendies ont éclaté en raison de la rupture des lignes électriques. Du fait des forts mouvements du sol et des secousses intenses, une partie de la ville a connu un phénomène étrange, connu sous le nom de liquéfaction du sol. Des éboulements de sable ont émergé des routes asphaltées, faisant basculer et sombrer les voitures et provoquant la chute de blocs rocheux des collines, entraînant davantage de dommages aux habitations. La liquéfaction du sol se produit lorsqu'un sol saturé perd sa force et sa rigidité en réponse à une contrainte appliquée, comme des secousses ou d'autres changements soudains, comme une forte explosion. Un sol saturé, meuble ou du sable a tendance à se comprimer lorsqu'une charge est appliquée. Mais en cas de contrainte telle qu'une secousse ou une explosion, on observe le contraire. Le sol a tendance à se diluer et il en résulte des sables mouvants ou de l'argile rapide traître. La terre se transforme en liquide, ce qui fait que les structures de masse lourdes comme les bâtiments, les infrastructures et les voitures commencent à s'enfoncer, se renversent ou s'effondrent. Cela peut également affecter les barrages et les ponts. Les courants de turbidité peuvent également former d'énormes glissements de terrain impossibles à arrêter. Dans le pire des cas, des villes entières peuvent être détruites. Comme vous pouvez le voir, la liquéfaction peut déplacer des zones entières de terre. La boue peut s'élever de façon spectaculaire et rapide, et sa force destructrice est inarrêtable. C'est un phénomène bien documenté. Le tremblement de terre de 1964 à Niigata, au Japon, a provoqué une liquéfaction, et on peut en voir les effets très clairement sur ces photos. La même chose ici, avec le tremblement de terre de 1964 en Alaska. Des bâtiments qui tombent, des voitures qui coulent, des infrastructures qui s'effondrent. Une fois la tension retombée, le sol commence à se solidifier à nouveau, et nous pouvons voir les conséquences. Des rues boueuses et inégales subsistent là où il y avait autrefois un revêtement routier. Si nous revenons aux photographies des villes du XIXe siècle, nous constatons une situation similaire ici. Les routes sont peu raffinées et pleines de boue. Nous voyons partout des routes inégales, grossières et boueuses, sans sophistication, sur fond d'architecture raffinée, sophistiquée et magnifique. Ces villes auraient-elles pu subir le même sort de liquéfaction du sol qu'à une époque plus récente? Peut-être. Mais malheureusement, les routes boueuses ne sont pas une preuve suffisante pour tirer des conclusions, n'est-ce pas? Les enfants sont ceux qui posent les questions les plus essentielles et les adultes, dans leur stupeur brumeuse, fournissent généralement les réponses les plus insatisfaisantes, régurgitant souvent des informations savantes et absurdes qui laissent l'imagination de l'enfant insatisfaite. En se traînant le long de ces routes boueuses du XIXe siècle et en observant son environnement, un enfant peut se demander « Pourquoi ont-ils construit les fenêtres si bas par rapport au sol ?» Et quelle excellente question! Oui, pourquoi en effet ont-ils construit des fenêtres au niveau du sol? Car voyez-vous, les personnes que nous voyons sur ces photos n'ont malheureusement pas construit cette architecture. Et peut-être que certaines d'entre elles, à un moment donné de leur vie quotidienne bien remplie, se posent exactement la même question. Nous le voyons partout. Fenêtres au niveau du sol. Fenêtres partiellement sous le niveau du sol. L'entrée du premier étage est surélevée par rapport au niveau du sol. Des marches menant à des entrées situées sous le niveau du sol.
Nous pouvons le constater dans presque toutes les grandes villes de notre monde, à la fois sur des photographies anciennes et lorsque nous marchons dans les rues aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'une société ayant accès à des outils de construction modestes, à des chevaux et à des charrettes, a construit ses infrastructures en dépensant d'innombrables heures et de l'énergie à défricher un terrain de plus de 3 mètres de profondeur pour commencer sa construction. La construction des sous-sols est un travail incroyablement difficile. Depuis le XXe siècle, les grandes machines d'excavation telles que les tractopelles et les engins à chargement frontal ont permis de réduire considérablement le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour creuser un sous-sol par rapport au terrassement manuel avec une bêche. On pourrait peut-être dire que nos ancêtres historiques étaient aussi dévoués à l'architecture qu'ils construisaient et que beaucoup des bâtiments enfoncés que nous voyons sont en fait dus à des élévations et à des dépressions dans le paysage naturel. Le récit officiel, toujours plein d'incohérences, suffirait peut-être s'il n'y avait pas de fouilles contemporaines. Lorsque nous regardons des photographies comme celle-ci, nous nous rendons immédiatement compte que ce que nous voyons, ce sont des fenêtres et des portes situées à 2 ou 3 mètres sous la surface du sol. Pourquoi y a-t-il des fenêtres et des portes sous terre? Qu'est-ce que nous voyons dans nos villes? L'accumulation naturelle du sol au fil du temps? Les géologues n'ont jamais été capables d'attribuer une valeur cohérente à l'accumulation naturelle de terre végétale dans le monde entier, car c'est impossible. Certaines régions de notre monde connaissent une accumulation constante de terres arables, alors que d'autres régions connaissent une érosion constante. De nombreux historiens et archéologues ont noté que de nombreuses villes ont été détruites au cours des siècles par la guerre, un phénomène naturel comme les tremblements de terre, les cendres volcaniques et les inondations. Ne s'agit-il pas simplement des couches des civilisations précédentes? Non, ce n'est pas le cas. Nous voyons encore et encore des étages entiers de bâtiments qui correspondent à l'architecture existante au-dessus de la couche de terre. Vous voyez, ce qui se trouve en dessous ne sont pas les traces inconnues des générations précédentes, mais de la même génération qui a construit ces structures. Et une fois que l'on voit ce genre d'infrastructures enfouies, qui existent en si grand nombre dans notre monde, on ne peut plus ne plus le voir. Nous voyons que les fondations des vieilles églises sont en fait les premiers étages originaux avec des entrées et des fenêtres cohérentes. Nous voyons des mosaïques déterrées. Nous voyons des piliers, des colonnes et des arcs qui étaient à l'origine beaucoup plus grands. Et c'est la couche de terre qui a réduit leur taille, comme s'ils n'étaient pas assez grands pour commencer. Et comme avec le tremblement de terre de 1964 dans le Niigata au Japon, nous trouvons aussi beaucoup de structures dites anciennes
qui penchent comme si à un moment donné le sol, sous ces structures, s'était relâché et liquéfié. Nous avons la tour de l'église de Seiersen et la tour de notre chère dame de l'église de la montagne en Allemagne, la pagode de la colline du Tigre en Chine, la tour penchée de Neviansk en Russie, le temple penché de Umma en Inde, Utrecht aux Pays-Bas, la tour de Saragosse en Espagne, et bien sûr, la tour de Pise. Les menteurs officiels du monde entier tentent de justifier les structures enterrées et inclinées que nous voyons en nous racontant des histoires d'antiquité et de géologie en constante évolution. Mais cela devient plus compliqué pour eux lorsque nous tournons notre attention vers l'Amérique. Si nous devons croire leurs récits, alors tous les bâtiments que nous voyons sur les photographies du XIXe siècle des villes américaines en plein essor sont de construction récente. Pourquoi voyons-nous des structures célèbres, telles que le bâtiment du Capitole à Washington, avec une infrastructure cohérente qui s'enfonce très profondément dans le sol? Une fois de plus, les incohérences ne tiennent pas debout. Pourquoi un peuple sous-développé aurait-il gaspillé des ressources, de l'énergie et du temps à construire les fondations du bâtiment du Capitole pour qu'elles soient conformes au style de colonnes que nous trouvons au-dessus de la surface? Les fondations n'avaient pas à comporter de colonnes. Les colonnes, nous dit-on, sont un choix stylistique, pas un choix fonctionnel. Alors pourquoi ont-ils fait cela? En un mot, ils ne l'auraient pas fait. Nous voyons des images qui suggèrent que les gens du XIXe siècle se préoccupaient en fait de déplacer une grande partie de l'énorme quantité de boue présente ici, de niveler le sol et d'excaver les structures existantes. La cohérence et la prévalence de l'architecture enfouie à travers notre monde indiquent que ce qui s'est passé était un événement mondial, malgré les différences régionales dans l'accumulation et l'érosion naturelle de la couche arable. Et il n'y a aucune explication officielle qui justifie l'architecture enfouie que nous voyons. Aucune explication n'est fournie pour justifier la quantité de boue que l'on voit sur les photographies de nos villes au XIXe siècle. Sur les routes, des amas de boue provenant du déblaiement, des routes inégales, des terres ravagées, mais une architecture grandiose, parfaite et intacte. Applaudi par les spécialistes de la littérature pour son utilisation du brouillard en guise de métaphore pour brosser le portrait de Londres, centre corrompu au milieu d'une industrialisation galopante, beaucoup oublient que le roman « La maison d'âpres vents » de Charles Dickens, paru en 1852, s'ouvre en fait sur une image différente. Londres. Le premier trimestre est terminé depuis peu, et le Lord Chancellor siège dans le Lincoln's Inn Hall, temps impitoyable de novembre. Autant de boue dans les rues que si les eaux venaient de se retirer de la surface de la terre. La liquéfaction a causé des ravages à Christchurch et dans le Niigata, mais il s'agissait de tremblements de terre isolés, et seules certaines parties de chaque ville ont été touchées. Il n'est pas possible qu'il y ait eu d'énormes tremblements de terre simultanés dans le monde entier au cours d'une période similaire, n'est-ce pas? Même Wikipédia nous dit que la liquéfaction peut se produire naturellement ou artificiellement, à la suite d'un tremblement de terre ou d'un autre changement soudain des conditions de stress. Même si c'était le cas, nous ne voyons les mêmes dommages structurels aux bâtiments du XIXe siècle que dans des cas comme Christchurch et Niigata. La plupart de l'architecture enterrée que nous voyons est intacte.
Elle est soit enfoncée, soit le niveau du sol a été relevé d'au moins 3 mètres, parfois de manière uniforme, et d'autres fois partiellement enterrée dans des collines de boue ondulantes, comme s'il y avait eu d'énormes glissements de terrain. L'étrange cas de l'architecture enfouie permet de tirer les conclusions suivantes. 1. Ce qui repose sous terre n'est pas les vestiges de civilisations antérieures. Le plus souvent, les structures enfouies sont conformes à l'architecture que nous voyons en surface. 2. Que les structures sont beaucoup plus grandes que ce que l'on soupçonnait à l'origine, et donc elles sont encore plus impossibles à construire pour une génération victorienne de chevaux et de charrettes, et celles qui les ont précédées. 3. Que l'accumulation naturelle de terre végétale et la liquéfaction du sol ne sont pas des explications satisfaisantes pour ce que nous voyons ici. Ce qui a eu lieu devait être quelque chose de beaucoup plus grand et répandu, comme un cataclysme terrestre, naturel ou artificiel de quelque sorte. Comme le montrent de nombreuses photographies, de nombreux citoyens des années 1800 étaient responsables du déplacement d'une grande partie de la boue, du nivellement du sol et de l'excavation des bâtiments, ce qui suggère que ce qui s'est passé s'est produit très récemment dans leur passé. L'absence totale de justification raisonnable pour l'architecture enterrée que nous voyons suggère que les contrôleurs de notre monde essaient délibérément de cacher ce qui s'est passé. Et qu'en est-il des villes désertes que nous voyons sur les photographies précédentes? Si ces villes étaient vraiment vides, nous devons nous demander pourquoi. Nous devons aussi nous demander comment tous ces gens sont arrivés là, en fin de compte. En l'espace d'une trentaine d'années, nous voyons une ville passer du stade de désert à celui de ville animée. Il est intéressant de noter que c'est Charles Dickens et plus généralement la littérature du XIXe siècle qui offrent quelques indices. 2 thèmes centraux traversent la littérature victorienne du XIXe siècle. Celui du mariage et de la chasteté féminine, et celui des orphelins et de l'adoption. Nombre de personnages de fiction que nous avons appris à aimer au fil des ans sont des orphelins. Nous avons Oliver Twist et Pip des Grandes Espérances. Nous avons la petite orpheline Jane Eyre et Heathcliff des Hauts de Hurlevent. Nous avons Mowgli du Livre de la Jungle, Cosette des Misérables. Nous avons Heidi, Réponse, Peter Pan, Blanche-Neige. Nous avons Tom Sawyer et Huckleberry Finn, et Anne au pignon vert. Et ces livres étaient de leur temps. En ce qui concerne la prévalence de l'orphelin, le seul problème est que ces romans romancent l'orphelin en tant que personnage disloqué de la société par défaut et, par conséquent, tracent le chemin de sa vie comme celui d'une fortune imprévue. Ce n'était pas la réalité. Le thème du mariage et de la chasteté que l'on retrouve dans tant d'œuvres littéraires du XIXe siècle, comme celles de Jane Austen, de Bronte, de George Eliot, Dickens, de Thomas Hardy, de Léon Tolstoï, de Victor Hugo et d'autres encore, n'était rien d'autre qu'une propagande soigneusement déguisée et bien écrite, dont le seul but était de solidifier et de justifier un cadre de valeurs sociales qui séparait les enfants de leur mère. Les enfants nés en dehors du mariage ou de l'union conjugale étaient considérés comme illégitimes, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas de statut légal. L'illégitimité des enfants était un sérieux handicap tout au long du XIXe siècle. La majorité des employeurs n'embauchaient pas les femmes ayant un enfant illégitime. De nombreuses mères célibataires avec des enfants illégitimes se retrouvaient sans foyer, en mauvaise santé, affamées, épuisées. Leur seul refuge était le foyer du travail, où elles devaient accomplir les tâches les plus désagréables. Dans certains endroits, les femmes ayant des enfants illégitimes étaient singularisées et devaient porter un uniforme spécial qui alertait tout le monde sur leur statut de mère célibataire ou de femme déchue. En conséquence, un grand nombre d'orphelinats et d'institutions pour enfants trouvés ont été créés. Voici l'hôpital pour enfants trouvés de Londres, qui était très actif au XIXe siècle. Regardez sa taille. Charles Dickens était obsédé par cet endroit. L'inspiration, dit-on. Le récit officiel nous dit qu'environ 4500 femmes ont confié leurs enfants à cet énorme bâtiment.
Mais ce n'était qu'une institution. Wikipédia nous donne une liste partielle de plus de 64 orphelinats qui ont été fondés au Royaume-Uni au cours du XIXe siècle. Cette liste n'est que partielle. Le cas particulier de la grande quantité d'enfants sans parents au XIXe siècle est bien documenté par de nombreux chercheurs. Et la plupart d'entre eux s'accordent à dire qu'il est presque impossible d'établir des chiffres qui rendent vraiment justice au nombre d'orphelins qu'il y avait durant cette période. Leur trace n'est pas inscrite dans le livre d'histoire. Elle se formait dans la boue et a ensuite été emportée par les eaux. Ce n'était pas seulement le Royaume-Uni, c'était un phénomène mondial. La ville de New York, à elle seule, disposait de 4 asiles d'enfants trouvés qui accueillaient des milliers d'enfants par an. Au début du XIXe siècle, l'Italie signalait 32 000 enfants par an. L'Espagne et le Portugal, 15 000 enfants trouvés par an. Avant 1860, 374 000 enfants enregistrés ont été pris en charge par les seuls asiles de Milan, Naples et Florence. L'historien David L. Ransell affirme que Moscou recevait entre 16 et 18 000 enfants en bas âge par an dans les années 1880 et en envoyait plus de 10 000 par an dans les villages périphériques pour y être placés. En 1882, il y avait en tout 41 720 enfants trouvés du foyer de Moscou vivant dans 32 000 familles d'accueil réparties dans 4 418 villages. Une douzaine de villages comptaient chacun plus de 90 familles d'accueil. Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'une série de lois ont été adoptées dans les années 1800, rendant presque impossible pour les mères célibataires de garder leur bébé. La réforme de la loi sur les pauvres de 1833 a introduit des clauses de bâtardise qui transfèrent l'entière responsabilité de l'enfant illégitime sur la mère. La stigmatisation sociale signifiait qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper de son enfant et qu'elle serait obligée de le remettre aux autorités, ou pire encore. Les annonces d'adoption ou de garde d'enfants sont devenues populaires dans les journaux. Et, comme de nombreux chercheurs l'ont souligné, elles étaient une façade pour ce que l'on appelait les fermes à bébés ou les meurtres rémunérés. Comme l'indique Dorothy L. Heller, les annonces peuvent avoir été trompeuses pour le grand public. Mais elle se lisait comme un message codé à l'intention des mères célibataires. Aucune référence n'était demandée et aucune n'était offerte. La somme de 11 centimes d'euros par semaine pour garder un nourrisson ou un enfant malade était insuffisante et un enfant malade et un nourrisson de moins de 2 mois étaient les moins susceptibles de survivre et les moins chers à enterrer. On prenait les nourrissons sans poser de questions, et il était entendu que pour 13 euros, on ne s'attendait pas à ce qu'on pose des questions. La transaction entre la mère et l'éleveur de bébés se déroulait généralement dans un lieu public, dans les transports en commun ou par l'intermédiaire d'une seconde partie. Aucune information personnelle n'était échangée. L'argent était versé et la transaction était terminée. La mère savait qu'elle ne reverrait jamais son enfant vivant. Cependant, la plupart des enfants n'étaient pas assassinés, mais déposés à la porte d'orphelinats ou de foyers de travail. On donnait une toute nouvelle identité à tous les enfants placés dans ces institutions. On leur fournissait temporairement un abri, de la nourriture et des vêtements, puis on les envoyait dans des maisons de travail ou ailleurs. Au XIXe siècle, les photographies étaient rares, mais vers la fin du siècle, nous en voyons davantage. Le dernier continent à connaître un tel exode massif d'orphelins était les États-Unis. Et c'est là que nous voyons les traces des trains d'orphelins. Le premier groupe de ces orphelins est arrivé dans le Michigan en 1854, et à partir de ce moment, le réseau a transporté des centaines de milliers d'enfants à travers les États jusqu'à sa fin en 1929. Officiellement, plus de 97 institutions s'occupaient d'orphelins et de trains d'orphelins au XIXe siècle. Et là encore, cela ne concernait pas seulement les États-Unis. Annie Macpherson entrera dans l'histoire comme une femme qui a exploité plus de 100 000 orphelins
et les a expédiés du Royaume-Uni vers le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, et même jusqu'aux confins de la planète en Australie, pour les vendre comme main-d'œuvre enfantine. Pourquoi voyons-nous tant de photographies d'orphelins dans des foyers de travail? Pourquoi travaillent-ils avec des machines conçues pour être utilisées par des adultes? N'y avait-il pas assez d'adultes à cette époque pour effectuer ce travail? Et puis il y a un cas étrange, celui de l'essor des parcs d'attractions américains au tournant du XXe siècle. En plus des manèges et des expositions, beaucoup de ces parcs présentaient une attraction inhabituelle, les enfantoriums. Les visiteurs de ces parcs pouvaient se promener en dégustant des glaces et passer par ces stations. Une visite équivalente à celle d'une unité de soins intensifs néonatale entièrement fonctionnelle, avec des incubateurs remplis de bébés prématurés endormis. L'histoire a été clémente avec Martin Cooney. Présenté comme un héros, Cooney était l'esprit allemand derrière les incubateurs. Sa première rencontre avec des bébés prématurés, nous dit-on, a eu lieu à l'exposition universelle de 1896. Il a su immédiatement que l'exposition sauverait des vies de bébés. La technologie permettant de maintenir en vie les bébés prématurés était coûteuse et il savait que le public paierait pour voir les bébés en couveuse. Il ferait payer un droit d'entrée dans les parcs d'attractions pour générer des fonds afin d'aider ces bébés à vivre. Les infirmières s'occupaient des bébés sous le regard enchanté du public, comme s'il s'agissait d'une autre attraction. Les expositions de bébés prématurés comprenaient des rabatteurs qui tentaient d'attirer le public pour qu'ils viennent voir les bébés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas à propos de ces couveuses. Des publicités annonçant des bébés vivants. Beaucoup de foires où Cooney montrait ces bébés présentaient aussi des expositions géniques. L'eugénisme est un domaine de pseudosciences corrompues qui approuve la reproduction sélective pour améliorer la qualité génétique de la population humaine. L'eugénisme a été inspiré par le darwinisme et a été une idéologie motrice qui a alimenté les nazis. Pourquoi les gens paient-ils pour voir des bébés vivants, comme s'ils n'en avaient jamais vu auparavant? Les gens de l'époque n'avaient-ils pas leurs propres bébés? Et où sont les parents de ces enfants? Comment disposaient-ils au XIXe siècle de la technologie nécessaire pour maintenir en vie des bébés prématurés de cette manière? Ou bien quelque chose ne tourne pas rond, une fois de plus, dans le récit officiel. 80 000 bébés prématurés ont été traités dans ces couveuses de parcs d'attractions. 80 000. Les centaines de milliers d'orphelins au XIXe siècle sont à peine croyables. Les femmes étaient-elles vraiment si insouciantes? L'Amérique avait-elle au moins la population nécessaire pour justifier 80 000 bébés prématurés? Nous ne parlons pas ici d'orphelins, mais de bébés nés prématurément. Le récit n'est ni convaincant, ni réaliste. D'où venaient ces bébés? Les antécédents de Cooney sont encore plus troublants. Comme de nombreux historiens l'ont souligné, il n'avait pas de diplôme ou de formation médicale, et son histoire est très similaire à celle de la philanthropie peu convaincante qui entoure certaines de nos personnalités contemporaines qui n'ont pas non plus de diplôme médical. Et puis, il y a Mary Dressler, une star canadienne du cinéma muet et de la dépression. Elle a adopté un de ses bébés en couveuse. Ah, les célébrités et l'adoption. Le récit officiel nous laisse commodément en dehors de son histoire et nous dit qu'elle a peut-être eu une fille qui est morte en bas âge. Mais les photographies suggèrent le contraire. A-t-elle adopté son bébé couveuse dans l'une de ses foires? Ou les foires sont-elles une façade pour l'adoption illicite de bébés prématurés? Même s'ils étaient prématurés, cela signifiait-il qu'ils n'avaient pas de parents? Qui était propriétaire et responsable de ces parcs? Et qu'est-il arrivé aux bébés une fois qu'ils ont grandi et quitté les couveuses? Si quelque chose semble étrangement faux dans l'histoire de ces parcs et de ces orphelins, c'est parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Pourquoi y avait-il des centaines de milliers d'enfants sans parents au XIXe siècle? D'où venaient-ils?
Ils ont été déplacés dans le monde entier. Europe, Amérique, Russie, Australie, Canada. Pourquoi? Surtout quand la plupart avaient encore un parent vivant. Si la grossesse hors mariage était un tel handicap social qui entraînait un tel traumatisme, pourquoi tant de personnes se sont-elles mises dans cette situation en premier lieu? Le gouvernement se souciait-il suffisamment de la moralité sociale pour adopter des lois et tous les efforts déployés pour construire et entretenir des orphelinats et des réseaux de relocalisation des orphelins n'auraient-ils pas grévé les finances et les systèmes administratifs du gouvernement? Cela aurait certainement été le cas. Mais voyez-vous, il y avait un plus grand objectif derrière l'agenda mondial du gouvernement. Le repeuplement. Le récit social de la chasteté n'était rien d'autre que de la propagande et une justification pour voler des enfants. La raison pour laquelle nous voyons des villes vides au début du XIXe siècle est qu'elles étaient en fait vides, sans population. Et la raison pour laquelle elles sont animées 30 ans plus tard est que des orphelins ont été envoyés dans ces villes pour les repeupler. Vous voyez, au début du XIXe siècle, il y a eu une sorte de réinitialisation mondiale par la dépopulation, puis la repopulation. Les personnes que nous voyons sur ces photographies n'ont pas construit cette architecture, elles en ont hérité avec beaucoup de boue. Non seulement elles en ont hérité, sans savoir ce qu'elle était réellement et à qui elle appartenait, mais elles ont aussi été complices, sans le savoir, de la réaffectation de la quasi-totalité de ces structures. Je sais, tout ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant. Vous vous demandez probablement pourquoi ces villes étaient vides et pleines de boue. Ce qui s'est passé pour que les gouvernements aient besoin de repeupler la Terre, et je sais ce que vous pensez. Tout cela est très intriguant, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Terre plate? Vous voulez en savoir plus sur le firmament, le Soleil et la Lune et notre plan stationnaire. Ne vous inquiétez pas, tout deviendra plus clair au fur et à mesure que nous poursuivrons notre voyage. Les preuves répandues d'infrastructures enterrées, de villes désertes et d'une industrie florissante d'orphelins ne sont qu'un début. Ce sont tous des indices nécessaires qui laissent présager une sorte de cataclysme, mais la véritable histoire n'a pas encore commencé. Le décor devait d'abord être planté, et il est maintenant prêt. Et même si vous ne pouvez pas encore le voir, je sais que vous le sentez. Les villes désertes, l'architecture enterrée et les orphelins signalent tous une obscurité imminente. Il y a un grand nuage noir devant nous. Et je ne vais pas mentir, nous nous dirigeons droit vers son cœur. Et comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez, il est temps pour moi d'honorer ma promesse et de vous ramener dans le futur.